Bien, je voudrais d'abord, bonjour, je voudrais d'abord remercier les organisateurs de ce colloque de m'avoir invité. Quand bien même, j'avais bien signifié que probablement, enfin, du rôle probablement, voire certainement marginal de la littérature par rapport aux problématiques qui allaient être soulevées aujourd'hui dans le cadre de cette journée. Je tenterai quand même de m'articuler à ce propos général. Donc l'objectif de ces journées consiste à étudier des discours historiques qui articulent violence et religion, ou d'autres cas de discours, comme ce que je vais utiliser avec beaucoup de guillemets, le discours littéraire, le récit romanesque donc en particulier. Je m'en vais donc énoncer une première réserve dans son sens courant, qui est également le sens auquel je voudrais me restreindre aujourd'hui. La littérature est représentation par les mots des faits du réel. En tant que telle, elle peut certes décrire la violence, mais elle ne veut ni la provoquer, ni la justifier. Je ne parlerai donc pas présentement de cas extrêmes, de discours idéologiques qui se situent déjà en dehors des frontières du littéraire dans le sens que nous lui donnons, et dont on pourrait d'ailleurs interroger la nature, est-ce encore de la littérature? Et comme ma recherche s'intéresse à un corpus de romans qui se propose comme une transcription de l'histoire avec un grand H, ou l'histoire des historiens, comme l'avait dit Barthes, je m'intéresse donc en particulier aux romans qui tentent une transcription de l'histoire des guerres libanaises. Donc j'aborderai aujourd'hui, à travers un exemple, celui de La Levée des couleurs, roman de l'écrivain libanais Rami Zaine, paru en 2011 aux éditions Arléa. Partant de là, et ce sera ma deuxième réserve, je voudrais dire que l'objectif du récit romanesque ne consiste pas à justifier ou à légitimer la violence, mais de purifier le monde de celle-ci. Son but est cathartique. Donc le récit romanesque n'est ni prescriptif, au sens où il énonce des lois, des règles, un programme, ni performatif, au sens où il est destiné à produire de la praxis. Partant donc de sa définition comme représentation, c'est-à-dire présentation redoublée de ce qui existe déjà en dehors de lui, et qu'il se donne pour fonction de reconstituer, notamment les faits de violence et l'histoire des hommes, la situation que je tenterai d'analyser aujourd'hui fera l'impasse sur le lien, moins que probable, entre le texte littéraire et la violence historique qui en découlerait. L'articulation dont je parlerai se situe plus haut entre le texte littéraire et l'héritage religieux qu'il réinvestit. Elle se situe autour de ce travail de représentation dont j'ai déjà parlé, qui est aussi, comme nous le verrons, un travail poétique de symbolisation et de métaphore des paradigmes religieux. Le travail par lequel s'élabore le texte consistant alors à définir un territoire sur lequel se négocient les rapports entre l'histoire fictive, l'histoire réelle et le récit religieux. Partant de là donc, je voudrais émettre l'hypothèse selon laquelle le récit romanesque, au lieu de provoquer, alimenter ou justifier une certaine violence, travaille au contraire dans une dimension cathartique. Il travaillerait, comme la tragédie chez les anciens Grecs, à purger le réel de sa violence. La catharsis, effectivement, au sens où l'entendait Aristote, désignait l'épuration des passions qui se produit par les moyens de la représentation artistique. Donc la catharsis, au sens où l'entendait Aristote, désignait l'épuration des passions qui se produit par les moyens de la représentation artistique. Associée à la poétique, la notion est néanmoins présente aussi dans la politique. Utilisée donc dans un sens religieux et esthétique, la catharsis a également des implications profondément politiques, ce dont témoigne la pratique rituelle à la fois religieuse, sociale et civique associée à la tragédie comme relevant des devoirs des citoyens et réglementant la vie de la cité à laquelle elle devrait pouvoir assurer une paix publique. Dans l'incipit que je propose à la lecture, le romancier se saisit d'un épisode tragiquement célèbre des guerres libanaises, sans que toutefois cet épisode ne soit à aucun moment du récit donc explicitement désigné. Il s'agit de la guerre de la montagne, durant laquelle la montagne du Chouf, on n'y est toujours pas,
donc dans laquelle la montagne du Chouf se transforme entre 1982 et 1984 en un théâtre de massacres sanglants entre populations druzes et chrétiennes. Je voudrais montrer dans un premier temps la manière dont le texte réinvestit le contenu imaginaire du topos du paradis biblique, pour pouvoir mettre en place dans un deuxième temps, avec l'irruption de la violence dans le récit, une représentation qui va renvoyer au paradigme de l'enfer. Dans l'enfer de la tragédie, ce sera ma troisième partie, où le regard de Dieu sur le monde se retire. Il ne reste plus que le regard de l'héroïne, Siham, auquel s'associe le regard du lecteur et la solitude du héros tragique face à son destin. C'est un vieux chêne, situé au bout du jardin, rescapé de la forêt qui couvrait jadis les plateaux de Yar'oub, dont on retrouve encore quelques vestiges isolés. Une haie de frêne au bord d'une terrasse, un platane coincé entre les ruines du pressoir et la maison des Hjaili, un bosquet de caroubiers en contrebas de l'église où les femmes du village suspendent des ex-voto pour rendre grâce à Marmtanios, saint patron de Yar'oub et des environs. Fin de citation. C'est ainsi que s'ouvre le roman sur un premier aperçu de Yar'oub, village fictif aux sonorités libanaises, tandis que Hjaili et Mtanios, qui veut dire Antoine dans le dialecte villageois libanais, sont en contrepartie des noms propres libanais bien réels. Quiconque entre dans le roman fait en même temps son entrée dans cet espace mi-fictif, mi-réel, dont on donne d'emblée une première topographie. On y rencontre les motifs structuraux du jardin qui renvoient au jardin d'Éden, ainsi que le motif de l'arbre. Aussi, cet espace est-il d'entrée de jeu, donc structuré autour de la figure inaugurale du chêne, une variation sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et qui, dans le langage des archétypes, fait le lien entre la terre et le ciel, de même qu'il fait le lien entre des temps primitifs dont il est le rescapé, un temps où jadis, in illo tempore, la forêt couvrait le plateau de Yar'oub, et le temps présent, celui dans lequel nous sommes invités à entrer en entrant dans le roman. Aussitôt, l'espace fictif, donc Yar'oub, prend les dimensions d'un espace mythologique, car d'une part associé à des récits ancestraux, comme en témoigne l'onomastique des lieux que nous rencontrons un peu plus loin dans le passage, la falaise des Trois Moines, le mont Khreibi, les diverses manifestations de piété, les ex-voto, l'évocation de Marmtanios, le saint patron du village, en font d'autre part un village sacré, protégé des saints. Un village aux dimensions du mythe surtout parce qu'il est le lieu où se résume l'histoire de la famille et celui qui devient le théâtre de son massacre. Au sommet de l'arbre qui relie terre et ciel, Siham est proche de Dieu, elle a une vue en plongée sur tout ce qui l'entoure et bien sûr, elle a le sentiment de dominer le monde, les lignes de crête des montagnes, la mer, le village et les oiseaux même, merles, fauvettes, perdrix. Le paradis d'Yar'oub est celui de sa toute-puissance, le regard perdu entre la montagne et l'azur, elle est face à l'infini, suspendue entre terre et ciel. À cette suspension dans l'espace correspond une suspension dans le temps. Elle est dans un état de semi-conscience depuis de longues minutes, nous dit le texte. Le décor est idyllique. Je cite, un beau ciel de septembre, plus blanc que bleu, liseré de quelques traînées cotonneuses au-dessus du littoral. Elle a sur la langue, je cite, elle a sur la langue le goût de la galette de thym qu'elle vient de partager avec Karim. Fin de citation, nous dit le texte. En même temps qu'elle fait référence à la couleur locale et qu'elle participe à l'imagerie pittoresque du village, la galette de thym introduit la dimension familiale. Aussi, la représentation du paradis est-elle liée à celle de la famille et aux liens qui permettent d'en définir les contours. Les liens horizontaux du partage, les liens entre Siham et son frère Karim s'effectuent effectivement sur le mode du partage, celui notamment de la galette de thym, ainsi que les liens verticaux de la transmission qui président à l'organisation familiale. Le motif de la galette de thym est lié à celui du thé bien chaud que sirote sa grand-mère. Le paradis d'Yar'oub correspond de fait aussi au paradis de la famille, celui d'une certaine harmonie originelle, de même qu'à l'espace mythique de Yar'oub répond la mythologie familiale et personnelle. Cette harmonie originelle est enfin rendue sensible par la synesthésie qui traverse le passage,
Je cite, « Une galette tendre et juteuse accompagnée d'un bon thé bien chaud, bien sucré, pas trop fort, comme le breuvage épais, presque noir que sirote sa grand-mère. » Fin de citation, et où les sensations donc visuelles, gustatives, tactiles et auditives reproduisent sur un mode archaïque l'harmonie dont il est question. Elle est suspendue depuis de longues minutes dans cet état de semi-somnolence, je cite le texte bien sûr, quand tout à coup, un bruit lui parvient, une sorte de rugissement qui s'accroît de seconde en seconde. Telles des invasions barbares, les gypes font irruption dans le cadre paradisiaque qu'elles saccagent. Au lexique de la nature et des indices référentiels se rapportant à la vie du village, s'oppose désormais une isotopie des engins associés à la guerre et au mal. Jeep, alors il y a le vrombissement des moteurs, 4x4, fanions noirs, etc., qui n'ont bien sûr plus rien à voir avec les voitures, les fourgonnettes, pick-up, cars et camions, dont Siham a coutume de guetter l'évolution sur les routes sinueuses qui mènent à Yar'oub. Les décibels rompent le silence de la montagne, les oiseaux, merles, fauvettes et autres créatures que Siham contemplait du haut de son promontoire désertent le paradis devenu enfer. À leur place se met en place la représentation d'un monstre futuriste. Des fanions noirs battent à ses antennes qu'on imagine géantes, comme celles d'un animal préhistorique qui aurait 4 fois 4 pattes. Ces éclats de métal giclent par intermittence, son rugissement de bêtes sauvages couvre l'espace sonore. Cette intrusion se pense sur le mode de la rupture. Nous sommes dans l'événement, il y a désormais un avant et un après. Le récit bascule dans l'horreur. Des bruits, je cite, des bruits lui parviennent, des claquements de portières, des martèlements de bottes, des cognements, des cris. Tout à coup, une rafale, une autre la suit, une autre encore. Fin de citation. En même temps que l'accélération du rythme de la narration, le crescendo qui signe l'entrée dans la violence, puis le déchaînement de celle-ci, culmine dans une dimension animale et sauvage, avec l'égorgement de la sœur et le viol de la mère dans l'étable. Décrit en ralenti, sur le mode de la scène, c'est-à-dire dans une forme d'adéquation entre le temps de la narration et le temps de l'histoire, comme au théâtre ou au cinéma. C'est le passage le plus long du texte, je le cite. Sa mère apparaît sur la terrasse, elle surgit en robe de chambre. La petite Nada, serrée dans ses bras, fonce à travers le jardin, trébuche, se redresse, se jette en avant, la silhouette torse, les pieds nus. 4 hommes la rattrapent près du puits. Elle tente de résister, supplie, hurle. L'un d'eux lui arrache l'enfant, un autre la saisit par la nuque et l'entraîne vers l'étable. Elle se cramponne à la porte, se débat, donne des coups de pied, mais elle est poussée dans l'embrasure. Le plus âgé des miliciens happe les cheveux de la petite en brandissant un couteau. Il tire sa tête en arrière et d'un coup lui tranche la gorge. Une plainte jaillit, des tressaillements agitent le corps de la fillette. Les hurlements de la mère cessent tout à coup. Le milicien sort de l'étable en rattachant sa ceinture. Fin de citation. La mère, protectrice de la famille, succombe. Les premiers 4x4 qui pénètrent dans Yar'oub violent Yar'oub, qui devient la métonymie de la mère violée, de la famille sacrifiée, et réciproquement. L'ordre familial cède sa place au désordre et au chaos. L'enfer, c'est aussi le passage aux pulsions dionysiaques, au sens où l'entendait Nietzsche dans La naissance de la tragédie. L'enfer, c'est la tragédie. Et là, je voudrais revenir au début du texte que je cite. Encore engourdi par le sommeil, Siham fixe, hypnotisé, la lente dérive d'un épervier qui plane entre le mont Khreibi et la falaise des 3 moines. Fin de citation. Oiseau de proie qui plane sur la mort, l'épervier assume bien sûr ici une fonction prédictive. En même temps que son vol circonscrit l'espace, le désignant comme le lieu du crime, il annonce le massacre imminent. Comme dans les tragédies, la mort d'emblée est présente. Ensuite, la pénétration des djibs dans le paradis de Yar'oub ouvre la dimension tragique. 1000 fois, Siham a suivi la trajectoire des moteurs. Certes, elle se dit que, je cite encore, les djibs ne font que passer. Ce n'est pas la première fois que des véhicules militaires traversent Yar'oub.
Fin de citation, mais cette phrase n'est à comprendre que par rapport à cet autre qu'elle cache. C'est la première fois que des véhicules militaires s'arrêtent à Yar'oub. Cette fois donc, l'habitude se transforme en destin. Ce moment singulier, dérogeant à l'innocence de l'habitude, est celui par lequel s'introduit le fatoum. De fait, l'arrêt des jeeps et de leurs moteurs à la dénommée place du pressoir équivaut à un arrêt de mort. La place perd son innocence de place de village pour devenir le théâtre d'un massacre collectif. Je cite, « Tout à coup, une rafale, une arme automatique a craché sa mitraille, une autre la suit, une autre encore, les balles crépitent, leur écho emplit le ciel. » Fin de citation. L'événement est cosmique. Le reste est soumis à un crescendo qui inscrit les différentes actions dans une tension dramatique qui atteint son paroxysme avec le sacrifice de la victime innocente. Entre le début et la fin de la séquence, nous assistons au passage du bonheur au malheur du héros tragique livré à son destin. Cependant, le regard de Dieu sur le monde s'est retiré. Le Dieu de la tragédie est un Dieu caché. Nous emprunterons cette expression à Lucien Goldman, qui, en 1955, dans une œuvre portant le même titre, s'interroge sur la nature de la conversion spirituelle chez Pascal. Pour lui, lorsque Pascal se convertit définitivement en 1657, il découvre non pas le Dieu présent des spirituels chrétiens de la tradition, mais le Dieu caché, à la fois présent et absent, de la conscience tragique. Goldman se livre alors à une lecture croisée des pensées de Pascal et du théâtre de Racine. Il voit dans la tragédie le lieu où l'homme joue son destin, jeu dont Dieu est le spectateur que Pascal appelle caché. Aussi, l'apparition puis la disparition de la mère, figure tutélaire de la famille dans l'insipide de la levée des couleurs, débouche-t-elle sur la représentation d'un monde qui n'est plus protégé par elle et qui plus largement est la métonymie d'un monde abandonné de Dieu. C'est la fin du paradis, la fin d'un monde, la fin du monde, la fin d'un monde, sur lequel semble se clore une des parenthèses de l'histoire. Je cite, « Le milicien sort seul de l'étable en rattachant sa ceinture. Il se penche sur son pantalon, les poussettes, arrange sa vareuse, redresse son bandana gris. Il a laissé la mitraillette à l'entrée de la bâtisse. Il la ramasse, la passe à l'épaule et s'en retourne d'un pas lent vers la maison. Le calme revient à Yar'oub, plus aucun cri, aucune détonation. Les miliciens arpentent les lieux en silence. » Je cite encore, « Les miliciens se regroupent sur la place du pressoir. Ils remontent dans les jeeps qui rebroussent chemin l'une après l'autre en bon ordre. Elles gravissent la colline et disparaissent derrière la magnanerie. » Fin de citation. Effectuant sa sortie et par suite le parcours inverse, le convoi ferme la parenthèse. C'est ainsi que s'achève l'épisode du massacre, dans un retour à l'ordre et le silence. Toutefois, je cite, là-bas, à la fenêtre des Nasri, un corps affalé sur le ventre, les bras perdus dans le vide. Plus loin, donc, à la fenêtre des Nasri, un corps affalé sur le ventre, les bras pendus dans le vide. Plus loin, on reconnaît un autre corps gisant entre le châtaignier et la maison des Hayek. Fin de citation. Le village, donc abandonné, n'est plus qu'une scène de massacre qui ressemble de manière troublante à celle d'un théâtre sans acteurs et sans spectateurs, d'où le regard de Dieu semble s'être éclipsé. Nul regard, nul témoin que celui d'un « on » suspect, celui du narrateur présent-absent, c'est une narration à la troisième personne, et omniscient qui reproduit le regard d'un Dieu, lui aussi présent-absent. Le seul regard intensément présent est le regard de Siham, spectatrice de l'horreur et du cauchemar. Aussi, autour du personnage de Siham se construit la figure historique du témoin, relayée par celle de l'auteur, porte-parole des faits qui ont lieu et qu'il prend en charge de narrer. Le regard de Siham assise au sommet de l'arbre domine la scène où se joue la tragédie que met en place ce début de roman. Elle peut tout voir sans être vue.
Aussi décrit en focalisation interne, c'est-à-dire à travers le regard de Siham. Le passage est-il entièrement placé sous le signe du regard? Les jeeps apparaissent, Siham observe les jeeps qui foncent vers le village, elle les aperçoit à travers des échappées entre les arbres et les toits, elle voit un groupe d'hommes armés, sa mère apparaît, Siham a tout vu. Du haut de l'arbre, elle a tout vu, ses yeux se brouillent, elle devine, etc. Il y a tout un lexique du regard. Mais Siham voit ce qu'elle ne devait pas voir, ce qui apparente la scène à laquelle elle assiste impuissante, à une scène primitive. Elle, je cite le texte, remonte les jambes, se tasse, se fige. Donc dans la position du fœtus, elle tente de régresser dans un état avant la vue. Je recite, elle voudrait se ramasser jusqu'à disparaître, n'être plus qu'une tache, une particule de poussière, elle voudrait ne plus exister. Fin de citation. Dès lors, Siham s'abstrait de la scène. Les hurlements de la mère et non pas de sa mère, il y a une prise de distance, cessent tout à coup. Pétrifié, Siham n'existe même plus dans le champ de vision de celui qui la regarde, qui, donc, je cite, regarde dans sa direction, il se tient sur la terrasse des voisins, ses yeux semblent la fixer, mais il détourne la tête et continue ses recherches. Fin de citation. La focalisation n'est plus interne, mais omnisciente, prise de relais par celui du narrateur absent. Il reste un troisième regard qui maintenant peut-être m'intéresse davantage, celui qui du début à la fin assiste lui aussi aux événements décrits dans cet incipit. Il s'agit du regard du lecteur, doublant celui de Siham et qui, contrairement au regard de Dieu qui s'est retiré, est omniprésent. Donc le regard du lecteur-spectateur s'inscrit dans cette vision concentrique, ça va toujours, dans cette vision concentrique, à l'image du vol de l'épervier, qui passe donc d'une vision qui est omnisciente sur le village, représentée par la vision de l'oiseau de proie qui plane sur le village, à une focalisation interne sur Siham, au spectacle du massacre vu à travers le regard de Siham, puis se retire vers une focalisation interne sur Siham et se retire encore dans une dernière vision omnisciente sur le village. Et au cœur donc de ce dispositif se trouve la scène centrale et longue où, à travers le regard de Siham, le lecteur assiste de plein pied au massacre de la mère et de la fille, et qui offre en quelques lignes un condensé de l'horreur tragique et du pathos à travers lequel elle se donne à voir. La petite Nada serrée dans les bras de sa mère, la mère qui a les pieds nus, la silhouette torse, trébuche, supplie, hurle, se débat, etc. D'après ce qu'en dit Aristote dans la poétique et dans la politique, l'horreur tragique mobilise deux types d'affects chez le spectateur, crainte et pitié. C'est par le biais de cette participation du pathos que s'effectue la catharsis, c'est-à-dire la participation du spectateur, ici du lecteur, engagé dans un processus empathique avec les héros dont il partage sur un mode fantasmatique, le malheur, se purifiant de fait même de ses propres démons. Pour conclure, dans cette perspective, l'épisode de l'égorgement de la petite Nada ressemble à un rituel de purification. Pratiqué dans les sociétés primitives et dans la Grèce antique, le rituel du pharmakos, qui signifie en grec ancien celui qu'on immole en expiation des fautes d'un autre, enfin la victime expiatoire, désignait une personne ou un animal que l'on traînait hors des murs de la ville et que parfois on mettait à mort afin de combattre une calamité qui frappe la cité. Cette victime sacrificielle, innocente en elle-même, était censée, comme le bouc émissaire, se charger de tous les maux de la cité afin que celle-ci soit purifiée. La tragédie, comme cérémonie religieuse, est une mise en œuvre de ce rituel. Le mot même, tragédie, du grec tragédia, dériverait, parce qu'il y a plusieurs versions autour de cette étymologie, mais donc dériverait de tragos, le bouc, et de aido, chanter, qui signifierait donc chant du bouc. Il renvoie à l'acte de sacrifice fait avant le début de la représentation. Le chant du bouc serait donc l'expression de la plainte du bouc menée à l'autel sacrificiel, qui est ici, dans notre texte, repris en écho par la plainte de la petite Nada. Et donc cette plainte du bouc est mise en parallèle avec la confrontation du héros tragique à son destin, par l'acceptation duquel il expie les fautes de la communauté. Plus largement donc, le spectacle tragique avait dans la Grèce antique une fonction édifiante. Et les affects qu'il mobilisait chez l'ensemble des citoyens devaient
permettre, par cette pratique dont nous avons déjà défini la portée religieuse mais aussi civique, de garantir une certaine paix dans le vécu de la cité. C'est aussi dans la dimension collective que travaille le récit romanesque comme transcription d'un épisode historique dont on reconnaît la violence, en particulier dans le contexte libanais d'une approche lacunaire et, dit-on, amnésique de l'histoire. Si l'on reconnaît au fait de se raconter une vertu thérapeutique, raconter l'histoire avec un grand H donc relèverait donc d'une thérapie collective. Cherchant à raconter ce qui est tu, le récit romanesque renoue de fait avec l'histoire pour en proposer une écriture. Et je voudrais, pour terminer, citer ces quelques lignes de Pierre Macheret qui, dans un article intitulé « La problématique freudienne de l'archive selon Derrida », dit la chose suivante. En ce sens, toutes les anamnèses mentales sont à leur manière des opérations d'historiens qui restaurent une liaison avec ce qu'on croyait définitivement perdu et qui cependant subsiste en marge de la conscience claire dans les profondeurs fantomatiques de l'oubli, un oubli qui, sous certaines conditions, peut être levé au moins partiellement. Fin de citation. Merci.